Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va encore parler football, Coupe du Monde féminine et on passe au groupe D. C'était hier les matchs du groupe D avec Japon-Écosse, victoire 2-1 du Japon grâce à un but à la 23e minute de Iwabushi. On double la marque avec Sugazawa à la 37e et c'est ensuite Cleland à la 88e minute pour l'Écosse qui a réduit le score un petit peu tardivement du côté de l'Écosse, un réveil un petit peu tardif. Le Japon entre enfin dans sa compétition après un premier match face à l'Argentine qui avait été difficile, face à une équipe d'Argentine accrocheuse. On rappelle que ça s'était fini sur un 0-0. On avait senti les Japonaises qui n'étaient pas vraiment à leur niveau. On attendait mieux de la part de ces Japonaises dans cette compétition. On rappelle, vice-championne du monde, vainqueur en 2011, également toujours présente sur la scène internationale, ces Japonaises. Et on les avait sentis un petit peu timorées face à l'Argentine. Certes, une Argentine qui n'est pas facile à jouer. On en parlera avec le match de l'Angleterre plus tard dans la journée ou peut-être demain. Tout dépend comment ça upload sur YouTube. Donc voilà, ça rentre enfin dans sa compétition, une victoire, elle débloque la situation. On a vu lors du premier but, il y avait vraiment de la joie de la part du coach japonais. On sentait que ça pesait un petit peu du côté du collectif japonais. Pour l'Écosse, on a eu une Écosse qui n'a pas montré les mêmes intentions que face à l'Angleterre. J'avais trouvé l'Écosse bien meilleure face à l'Angleterre. Et comme face à l'Angleterre, ils ont fait la même erreur, c'est-à-dire qu'ils ont accéléré le jeu simplement dans les 30 dernières minutes, ce qui est un petit peu dommage du côté de l'Écosse de se réveiller aussi tard. En plus, pas de chance, il y a un penalty qui aurait dû leur être sifflé pour elle et qui n'est pas sifflé avec une main japonaise dans la surface de réparation. Donc ce qui fait qu'elle perd le match, elle reste 4e du groupe, alors certes avec un average goal à -2, le problème c'est que pour se qualifier, il va falloir se qualifier avec 3 points, alors c'est jouable, on rappelle qu'on prend les deux meilleurs 3e du groupe D, E et F, mais quand même, il faudra faire attention, parce que on a par exemple l'Argentine qui a 1 point, qui est dans ce groupe-là, et puis on a également le Chili qui a -2, donc là encore, faire attention avec le Chili, et je ne parle même pas de la Nouvelle-Zélande qui est également à -1, mais qui pourrait également prendre des points face au Canada ce soir. Donc voilà, ça reste difficile pour l'Écosse pour se qualifier. On passe au top et flop et on commence avec le Japon. Ce que j'aimais du côté du Japon, l'animation offensive. C'est ce qui avait cruellement manqué face à l'Argentine. Il y avait un manque d'animation offensive, il y avait un manque de vitesse. Elles n'avaient jamais réussi à mettre en défaut l'équipe de l'Argentine avec leurs animations. Là, peut-être aussi qu'il y avait un peu plus d'espace. Le fait que l'Écosse joue un petit peu les ballons, ce qui n'était pas le cas de l'Argentine qui avait vraiment fait un bloc défensif. Et bien là, ça leur a offert un peu plus de place et ça leur a permis de mettre leur jeu en place. Et c'est vrai que dès que les Japonaises arrivent à mettre de la vitesse dans le jeu, et bien forcément elles arrivent à trouver des ouvertures parce que leur gabarit, qui est un peu inférieur, leur attaquante de pointe, l'une des attaquantes fait qu'1m56. Donc forcément, si vous jouez avec du physique sur des attaques placées, au niveau des têtes, ça va être impossible face aux joueuses adverses, même si cette joueuse-là a une bonne détente. Donc il faut jouer sur la vitesse, il faut trouver des ouvertures dans la défense adverse. Et c'est ce qu'elles ont réussi à faire face à l'Écosse, de manière beaucoup plus régulière que face à l'Argentine, où ça avait été beaucoup plus compliqué. La défense, et surtout un point dans cette défense, le replacement. Des fois, l'Écosse, surtout en fin de match, a eu des bons ballons, et l'Écosse joue énormément sur sa vitesse sur les ailes, avec beaucoup de vitesse. Eh bien, la défense japonaise n'a jamais été prise en défaut par ces accélérations écossaises. Elles étaient toujours en place, un replacement de qualité. Ce qui permet donc, face à ce type d'équipe qui joue un jeu rapide, de ne pas être mis en défaut. Et si vous n'êtes pas mis en défaut, c'est beaucoup plus compliqué pour l'équipe adverse de vous marquer des buts. Et donc, si l'équipe adverse a du mal à marquer des buts, eh bien, il faut des joueuses techniques, sauf que les Écossaises, leurs joueuses techniques, elles n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les Japonaises sur replacement défensif, et c'est ce que j'ai apprécié. Voilà, et c'est important parce qu'il faudra le pratiquer également
certainement face à l'Angleterre lors du dernier match, lors de la finale de ce groupe D. Et puis on finit avec le pressing de la part des Japonaises. Malgré le fait qu'elles avaient un bon remplacement défensif, elles n'ont pas hésité pendant surtout la première mi-temps à faire un pressing très agressif sur les joueuses de l'Argentine qui avaient donc du mal, les joueuses écossaises qui avaient donc du mal à construire leur jeu. C'était difficile pour elles de trouver des ouvertures. Puis je pense que ça n'avait pas forcément le meilleur collectif, parce que c'est bizarre la manière dont sont arrivées certaines joueuses très tardivement par rapport, par exemple, celle qui avait marqué face à l'Angleterre. Elle est rentrée à la 65e minute, je trouve que c'est beaucoup trop tardivement. Surtout qu'elle apporte énormément. J'ai oublié son nom, hein. C'est pour ça que je dis la joueuse qui a marqué face à l'Angleterre, parce que je viens d'oublier son nom. Et je vais pas le retrouver tout de suite. Mais du côté du Japon, le pressing offensif pendant la première mi-temps a annihilé toutes les tentatives d'attaque écossaises. Elles ont récupéré beaucoup de ballons de cette manière. Et c'est, je crois me rappeler comme ça, qu'elles marquent le premier but sur un ballon un petit peu de contre. Sur le but des Wabushi. Donc voilà, ça leur permet d'avoir des ballons intéressants, des ballons surtout qu'elles savent utiliser et qui permettent de mettre en valeur leurs qualités offensives qui sont basées sur la vitesse. Donc c'est intéressant pour les Japonaises de faire un gros pressing, et c'est même obligatoire, j'ai envie de dire. Du côté du Japon, ce que j'ai pas aimé, la sérénité, surtout en fin de match. Alors qu'elle menait pourtant 2-0 dans cette rencontre, dès que l'Écosse a accéléré, j'ai pas senti beaucoup de sérénité dans l'équipe. C'est-à-dire, j'ai senti qu'à certains moments, on paniquait légèrement, alors que pourtant, il n'y avait pas de raison de paniquer de la part des Japonaises. Elles menaient 2-0 face à des Écossaises qui avaient beaucoup de mal à marquer. Normalement, on n'est pas obligé de paniquer. Et pourtant, de la part des Japonaises, j'ai failli perdre mon stylo, la fin de rencontre était complexe, surtout les 10 dernières minutes. Et c'est pour ça qu'elles se prennent un petit peu un but, parce que la charnière est plus dans leur match. Ça veut dire que le fait qu'elles n'arrivent plus à être sereines, eh bien elles sortent un petit peu de leur match. Donc ça, c'est dommage du côté des Japonaises. Il faudra travailler ça, parce que face à l'Angleterre, je pense qu'elles auront du mal à mener 2-0. Et donc, il se peut que les 10 dernières minutes soient primordiales pour s'imposer dans cette rencontre, ou pour conserver le point du match nul et une qualification. Donc, il faudra faire attention pour les Japonaises, parce que c'est vrai qu'il faut quand même regarder que je pense on pourrait avoir un États-Unis-Japon. Hein. Si les Japonaises finissent 3e, un États-Unis-Japon n'est pas négligé en 8e de finale. On finit du côté du Japon. J'ai trouvé que c'est une équipe qui est solide, le Japon, mais c'est insuffisant pour le moment pour moi pour aller loin dans cette compétition. Il manque des choses du côté du Japon. La défense écossaise n'a pas été exceptionnelle, et pourtant elle ne marque que 2 buts. La sérénité en fin de match qui n'était pas là. La défense qui a quand même été mise en défaut, alors que les Écossaises ont été fortes pendant 20-25 minutes de jeu. Elles auraient dû être un peu plus solides. Pour le moment, ce n'est pas une équipe que je vois aller au-delà des quarts de finale. Si elle tombe, et même au 8e, si elle tombe face aux États-Unis, ou même face aux Pays-Bas, que j'avais trouvé un peu plus intéressante, ou même face au Canada, elle pourrait dû avoir du mal, par exemple, face à une équipe comme la Nouvelle-Zélande. Donc, je trouve que le Japon, en ce moment, est quand même un ton en dessous des grosses équipes qu'on peut voir depuis le début de ce mondial. Donc, il va falloir faire mieux face à l'Angleterre, mais peut-être qu'elle monte en niveau progressivement. Peut-être que la préparation a été faite de manière optimale pour être au top à partir des matchs à élimination directe, comme ça avait été le cas pour l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Ce que j'ai aimé du côté de l'Écosse, la dernière demi-heure, grosse dernière demi-heure de la part de l'Écosse. C'est dommage qu'elles se soient réveillées qu'à ce moment-là, hein, même les Écossaises, parce que si elles avaient fait ça pendant toute la deuxième mi-temps, elles auraient pu égaliser, et si elles avaient fait ça avant, elles n'auraient peut-être pas été menées 2-0. La dernière demi-heure, offensivement, c'est bien. C'est très très bien, ça marche vite, il y a des belles accélérations, il y a de la vitesse, il y a de l'animation. Alors il leur manque un petit peu de soutien offensivement, mais au moins il y a du jeu, parce que pendant 60 minutes, on va dire qu'offensivement on a vu une Écosse amorphe, qui n'était pas du tout l'Écosse qu'on avait vu face à l'Angleterre, ce qui était assez étonnant même, de voir ces deux visages dans cette équipe. On aurait pu s'attendre à mieux.
Eh bien, en deuxième mi-temps, ça s'est beaucoup mieux passé pour les Écossaises, et ça, c'est bien. Comme je viens d'en parler un petit peu, la vitesse de jeu qui a été présente dans les 30 dernières minutes. Alors, même avant, le problème c'est que c'était brouillon avant et qu'à partir des 30 dernières minutes, au moins c'était un peu plus clair. Mais c'est vrai que les Écossaises, sur la vitesse, sur les ailes principalement, où ça va vite, où elles ont des joueuses rapides, eh bien c'est là où elles ont mis en difficulté les Japonaises au niveau de la défense. Les latérales japonaises avaient beaucoup de mal à gérer les ailières écossaises. Et ça, c'est aussi très intéressant, surtout que leur dernier match est face à l'Argentine, qui n'est pas une équipe facile à jouer, que l'Argentine est une défense très bien regroupée. Il faudra que les ailières provoquent si elles veulent remporter ce match et se qualifier, et potentiellement se qualifier pour le 3e tour de cette Coupe du Monde, même si ça ne sera pas facile, pour la qualification entre le groupe D, le groupe E et le groupe F. J'ai pas aimé du côté de l'Écosse, c'est la défense un petit peu trop amorphe du côté de l'Écosse, ça manquait d'agressivité. C'était un peu faiblard du côté de l'Écosse au niveau de la défense. Surtout sur le deuxième but, je trouve qu'elles sont vraiment en retard, les défenseurs écossaises. Elles ont été énormément... la charnière surtout centrale a été énormément prise à défaut par les attaquantes japonaises. Et puis surtout, la défense, il y avait un manque de coordination entre les deux joueuses. Elle gênait parfois également la gardienne Alexander. Donc voilà, mauvais match défensif, surtout de la charnière du côté de l'Écosse. Il faudra faire mieux face à l'Argentine, même si on ne peut pas dire que l'Argentine nous a vraiment impressionné par son attaque lors de leur match face à l'Angleterre ni face au Japon. Beaucoup trop de pertes de balles en début de rencontre. Les Écossaises qui ont perdu énormément de ballons, surtout quand elles essayaient de sortir de leur camp. C'était toujours le souci de la part des Écossaises. Les sorties de camp étaient extrêmement difficiles de la part des Écossaises, ce qui est bien dommage. Ça leur a pas permis d'envoyer de bons ballons à leurs attaquantes. Et pourtant, c'est ce qu'il aurait fallu. Donc, comme elles étaient obligées de jouer rapidement parce qu'elles n'arrivaient pas à conserver le ballon, elles envoyaient de longs ballons en profondeur qui étaient souvent imprécis. Ce qui fait qu'elles reperdaient donc quasiment automatiquement le ballon. Donc, voilà, il faudra faire un peu mieux de la part des Écossaises. On finit avec les joueuses. La meilleure joueuse du match pour moi, c'est Mana Iwabuchi. Elle a apporté beaucoup de danger malgré sa petite taille, 1m56, mais elle joue sur ses qualités. Comme elle est petite, elle est très dynamique sur ses appuis, elle a une très bonne qualité d'appui, puis surtout elle est très rapide. Donc elle a mis en défaut énormément de fois la charnière écossaise qui n'était pas vraiment dans son assiette lors de cette rencontre. Elle débloque également son équipe en marquant le premier but, et c'était important pour cette équipe japonaise de marquer le premier but. Donc voilà, bonne nouvelle du côté du Japon avec Mana Iwabuchi. Du côté des joueuses qui ont fait un match pas terrible, un mauvais match. J'ai hésité du côté de l'Écosse, parce que pour moi du côté du Japon, tout le monde a plutôt fait une bonne rencontre, ou au moins une rencontre correcte. Un mauvais match pour moi. Alors j'ai hésité entre la gardienne Alexander, parce qu'elle a eu un jeu au pied qui était extrêmement fébrile, et ce qui a fait perdre beaucoup de ballons à son équipe. Et puis elle a pris quand même 2 buts également, mais sur un but, elle est gênée par Beatty, qui manque d'agressivité et qui gêne la vision de la gardienne. Donc pour moi, c'est Jennifer Beatty, vous l'aurez compris. Manque de solidité au niveau de la défense, manque de coordination avec la capitaine et son homologue de la charnière centrale. Problème également au niveau du marquage, trop prise à défaut pendant toute la rencontre, tout simplement. Donc voilà, j'attends mieux de la part de Jennifer Beatty et de l'Écosse, surtout face à l'Argentine, parce qu'il faudra quand même faire attention avec Banini, par exemple, ou Reimes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à relayer ça sur vos réseaux sociaux si vous avez surkiffé, et n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec moi, si vous voulez que j'approfondisse certaines choses. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!